Le divorce au Maroc, un sujet complexe qui a connu un véritable Big Bang en 2004 avec une loi qui a tout changé, la Moudawana. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment ce code de la famille a complètement redéfini les règles de la séparation, les droits financiers et surtout la protection des enfants. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut imaginer le monde d'avant. Avant 2004, le divorce pouvait être une décision unilatérale de l'époux. Un point, c'est tout. Et aujourd'hui, c'est simple. Tous les divorces, sans aucune exception, passent obligatoirement par la case tribunal. Ce n'est pas un simple ajustement, c'est une révolution qui place l'équité au cœur du système. Voici notre programme. D'abord, on va voir l'esprit de cette réforme de 2004. Ensuite, on explorera les 4 types de divorces qui existent, puis on verra comment ça se passe concrètement au tribunal, on parlera argent, bien sûr, et on terminera avec le sujet le plus essentiel, la garde des enfants. Allez, on attaque. La révolution de la Moudawana, ce n'est pas qu'une liste de nouvelles règles. C'est d'abord et avant tout une toute nouvelle philosophie pour la famille. Et cette phrase issue de la loi elle-même résume parfaitement cette nouvelle vision. Le mot-clé, c'est partager. On est passé d'une structure où il y avait un chef de famille à une logique de partenariat, de co-responsabilité. Et ça, forcément, ça change toute la dynamique, y compris au moment d'une rupture. Bon, maintenant qu'on a vu l'esprit de la loi, passons à la pratique. La Moudawana a mis en place 4 voies bien distinctes pour mettre fin à un mariage. Alors, quelles sont ces options? Il y a d'abord le talaq, qui est à l'initiative du mari. Mais attention, c'est désormais très encadré par un juge. Ensuite, il y a le shikak, et ça c'est la grande nouveauté, qui est ouvert aux 2 époux en cas de discorde. On a aussi le khoul, une procédure lancée par la femme en échange d'une compensation. Et enfin, le divorce judiciaire, que l'épouse peut demander pour des raisons graves, comme un préjudice subi. Arrêtons-nous un instant sur ce fameux shikak, car c'est vraiment le cœur de la réforme, c'est l'innovation majeure. En gros, ça permet à l'un ou l'autre des conjoints de dire « Stop, la vie commune est devenue impossible ». Et le plus important, c'est qu'il n'y a plus besoin de prouver une faute précise. Le simple constat d'une mésentente profonde et durable, ça suffit. Et pour être sûr que les choses ne s'éternisent pas, la loi a mis un garde-fou. Une procédure de shikak ne doit, en principe, pas dépasser 6 mois. Le but est clair, offrir une porte de sortie efficace. Bon, mais alors une question se pose tout de suite, si c'est la femme qui demande le divorce pour shikak et que le mari refuse, que se passe-t-il? Eh bien, la réponse est l'une des avancées majeures de la loi. Le refus du mari ne peut plus bloquer la procédure. C'est terminé. Le tribunal va tenter une réconciliation, c'est une étape obligatoire, mais si elle échoue, le juge a le pouvoir de prononcer le divorce. C'est une garantie fondamentale. D'accord, mais alors concrètement, comment ça se passe au tribunal? Entrons dans les détails de la procédure. Le parcours est très bien défini. Tout commence avec le dépôt d'une requête. Ensuite, le tribunal convoque les 2 époux. Arrive alors l'étape cruciale et obligatoire, la tentative de conciliation. Si elle n'aboutit pas, le juge va alors fixer tous les droits financiers pour l'épouse et les enfants. C'est seulement après tout ça que le jugement de divorce final est prononcé et enregistré. On passe maintenant à un sujet souvent sensible, l'argent. La Moudawana a mis en place des outils pour tenter de garantir une certaine sécurité financière après la séparation. Le concept central ici, c'est la mouta. On pourrait traduire ça par un don de consolation. Il s'agit d'une indemnité que le mari verse à l'épouse. L'idée, ce n'est pas de punir, mais bien de compenser le préjudice à la fois moral et matériel que la rupture peut causer. Et comment est-ce qu'on calcule cette muta? Ce n'est pas une formule toute faite. Le juge évalue la situation au cas par cas. Il va prendre en compte plusieurs choses. La durée du mariage, la situation financière du mari, les raisons du divorce et aussi le degré de responsabilité de l'époux dans cette séparation. On arrive à notre dernière partie, et sans doute la plus importante, l'avenir des enfants. Sur ce point, la Moudawana est très claire. Il y a un principe qui guide absolument toutes les décisions, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour la garde des enfants, la Adana, la loi établit un ordre de priorité très net. En numéro 1, il y a la mère, vient ensuite le père, puis la grand-mère du côté maternel. C'est un ordre qui se base sur le lien affectif, surtout pour les plus jeunes. Et là, on aborde une question très fréquente, une idée reçue qui a la vie dure. Est-ce qu'une mère qui se remarie perd automatiquement la garde de ses enfants? Alors la réponse de la loi est nuancée. Non, la garde n'est pas perdue de façon automatique, loin de là. Il y a de nombreuses exceptions, toujours pensées pour le bien de l'enfant. Par exemple, la mère peut conserver la garde si l'enfant a moins de 7 ans, si une séparation lui causerait du tort, s'il a un handicap, ou même si le nouveau conjoint est d'accord pour l'accueillir. C'est vraiment du cas par cas. Et il faut savoir que la loi reconnaît aussi que l'enfant grandit et gagne en maturité. À partir de 15 ans, il ou elle se voit accorder le droit de choisir avec quel parent vivre. Ce choix est ensuite bien sûr validé par le tribunal pour s'assurer qu'il est dans son meilleur intérêt.
Alors, pour conclure, on peut se poser la question, est-ce que la Moudawana est un équilibre parfait ou un compromis qui continue d'évoluer? C'est sans doute un peu des deux. C'est une avancée sociale majeure, c'est certain, mais c'est aussi un texte vivant qui continue de s'adapter aux réalités de la société marocaine.